Bonjour et bienvenue à cette quatrième conférence de la série de 4 conférences gratuites Participons à un monde meilleur. Donc cette quatrième conférence, c'est devenir messager pour l'humanité. Alors cette conférence-là finalement va clore cette série de conférences gratuites que je vous proposais. D'abord, je me présente. Mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans. J'ai également écrit plusieurs ouvrages dans le domaine des thérapies intuitives. Et cette conférence-ci, cette quatrième, a pour objectif donc de finalement revenir sur les sujets que nous avons vus dans les 3 premières conférences, mais avec un regard peut-être plus pratique dans lequel je vais essayer de regarder avec vous de quelle façon il est possible d'incarner le changement à travers l'utilisation de la pleine conscience intuitive ou d'une démarche, en tous les cas, de pleine conscience intuitive ou d'une démarche intuitive ou une démarche à quelque part où on assume finalement ce désir que nous avons de favoriser la transformation par des actes concrets, par des actes tangibles. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un messager? Alors, la première chose qu'on peut dire finalement, c'est qu'un messager, c'est un individu qui est aligné avec des valeurs qui lui sont propres et des valeurs qui sont orientées sur la vie. Alors, nous avons vu dans les 3 premières conférences que l'être humain avait souvent choisi une expression égoïque, narcissique, égocentrique, de contrôle, de pouvoir, de tentative justement de dominer le monde et d'être moins dans une relation de collaboration avec la vie. Et évidemment, lorsqu'on parle de messager, certainement que la première compétence que le messager doit développer, c'est cette habileté à constater qu'il a le désir donc d'être aligné avec des valeurs qui vont favoriser la collaboration avec la vie et non pas cette fameuse tendance que nous avons eue en tant qu'humanité de dominer le monde comme nous l'avons vu, dominer le monde dans tous les règnes, que ce soit le règne minéral, végétal, animal, humain. Et on a tous, dans tous ces règnes-là, l'être humain s'est manifesté comme un dominant qui a extirpé, qui a possédé, qui a pris à quelque part en possession tout ce qui existait sur la planète Terre en partant du principe qu'il était finalement le patron à bord. Et certainement que le messager doit envisager donc d'autres visions, une vision dans laquelle il va avoir le désir justement de transmettre un message, des messages tels qu'on les a vus dans les 3 premières conférences, dans lesquels on cherche la collaboration, on cherche à respecter la nature, on cherche à respecter justement l'être humain qui est devant nous, etc., etc. L'autre élément qui est important, c'est l'enracinement. L'enracinement, ça veut dire quoi? C'est cette capacité que j'ai de reconnaître que j'ai les 2 pieds sur le sol et que j'ai la tête vers le ciel, c'est-à-dire cette capacité d'être très dans le monde terrestre, tout en étant capable de reconnaître que même si je suis dans ce monde terrestre-là, je suis en alignement avec des valeurs spirituelles. Ces valeurs spirituelles-là, pour moi, sont des valeurs justement qui pourraient être présentées comme quand on dit, par exemple, je rêve un monde meilleur. Alors, arriver à un monde meilleur, c'est à partir de mon esprit que je suis capable d'envisager ce monde meilleur-là. Puis, évidemment, à travers ma capacité à agir dans le monde concret, à travers mes pieds, je vais être capable d'articuler donc des actions et des gestes qui vont me permettre donc de finalement concrétiser la transformation que j'ai rêvée. Donc ça, c'est un peu l'enracinement, qui est un autre élément fondamental, je dirais, dans l'idée d'être un messager. Le troisième, c'est d'avoir une mission de vie qui est en accord avec la vie. C'est-à-dire que j'ai beau, donc, j'ai des valeurs, j'ai un enracinement et j'identifie donc des missions de vie, une mission de vie qui va correspondre évidemment avec ce désir d'engagement social qui va me permettre donc, encore une fois, de contribuer d'une façon active pour la transformation de l'humanité, pour aider l'humanité à ce qu'il y ait une plus grande harmonie, une plus grande paix qui puisse en résulter. Donc ça, c'est un peu la définition, je dirais, que l'on pourrait donner au messager. Maintenant, quand on pense à ce messager-là, on doit se rappeler que ce messager-là, que nous sommes tous en quelque sorte, potentiellement du moins, se compose de 7 niveaux de conscience. On avait déjà parlé des pyramides de Maslow lors d'une des conférences précédentes, et je vais revenir en articulant les pyramides de Maslow autour des chakras, qui sont des centres d'énergie qui sont enseignés très traditionnellement par les médecines ayurvédiques, les traditions indiennes, et qui font partie aussi dans le yoga, bien évidemment, mais aussi dans le domaine de la guérison, puisque moi j'ai été formé avec des guérisseurs. Donc, les chakras, c'est un système de représentation, un système d'évolution de conscience qui est fort intéressant, où on reconnaît qu'il y a 7 chakras. Il y a chakra racine,
qui est au niveau du bassin, le chakra sacré qui est au niveau du ventre, le chakra solaire qui est au niveau du plexus solaire, le chakra du cœur qui est au niveau du cœur, le chakra de la gorge qui est au niveau de la gorge, et le chakra frontal au niveau du front, et chakra couronne au niveau du sommet de la tête. Alors bien évidemment, il y a plein d'appellations différentes pour nommer ces chakras-là. Là, j'ai choisi des termes vraiment les plus accessibles possibles, mais sachez qu'il y a d'autres façons de nommer chacun des chakras qui sont quelquefois un peu plus techniques ou quelquefois appartenant à des traditions plus provenant de l'Inde, par exemple, où ils ont des termes associés donc à l'Inde. Alors, ces 7 chakras-là, quelque part, nous mettent en contact, évidemment, avec 7 composantes énergétiques qui animent l'être humain que je suis et qui veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, dans ma structure énergétique, j'ai donc 7 chakras qui sont en liaison avec la terre et le ciel, et on dit que les chakras sont en étroite relation avec 7 rayons, 7 énergies, 7 vibrations qui animent l'univers, et que l'être humain doit apprendre à développer ces 7 chakras-là pour être en mesure de pouvoir justement s'harmoniser à ces 7 fréquences-là. En s'harmonisant à ces 7 fréquences-là, ben, l'être humain développe un alignement dans lequel il y a une forme de sagesse, une forme d'alignement clair, net et précis qui se manifeste, et dans lequel l'être humain devient conscient justement de sa relation avec la Terre, de sa relation avec lui-même, de sa relation avec les autres, mais aussi de sa relation avec l'univers dans son immensément vaste. Et on dit à ce moment-là que lorsque l'être humain est parvenu à apprivoiser ces 7 vibrations-là, il y a une forme de réalisation de soi qui s'exprime ou une forme d'illumination qui se produit, où l'être humain devient complètement en harmonie, je dirais, avec l'univers. Alors évidemment, un messager n'a pas l'objectif de devenir un être réalisé. Bien sûr que ça fait partie des objectifs qu'il peut se fixer, mais un messager, dans un contexte très concret, c'est dès maintenant d'entreprendre des actions qui vont nous donner l'opportunité de pouvoir envisager la concrétisation d'un monde meilleur. Et les 7 composantes des chakras nous mettent en relation donc avec moi ce que j'appelle une forme de typologie que j'ai développée. Le chakra racine est en relation avec le bâtisseur. Donc le bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain quelque part qui a donc une connexion avec le sol, avec les 2 pieds sur le sol, et qui reconnaît justement que cette connexion qu'il a avec le sol lui permet donc de bénéficier de l'énergie tellurique du sol, donc lui permet donc d'être en harmonie avec le cycle de la nature. Ça explique pourquoi le bâtisseur va être une personne qui va être très, très attentive justement au cycle de la vie. Il va comprendre finalement que c'est naturel de se lever, par exemple, lorsque le soleil se lève. C'est naturel d'aller se coucher lorsque le soleil se couche. C'est naturel de suivre les cycles de la vie, d'être très actif l'été, d'être moins actif l'hiver. Il va avoir une conscience justement de la vie parce qu'il va être un observateur de la vie, puis il va honorer la vie telle que les cycles de la vie le propose. C'est un individu qui va aussi apprendre naturellement à comprendre comment la matière fonctionne, parce que comme il est en harmonie, il est en admiration, j'irais jusqu'à dire, envers la vie terrestre, il va s'intéresser à comment la matière fonctionne. Donc, très naturellement, il va comprendre comment la matière fonctionne sans avoir eu de formation comme telle. Par exemple, quelqu'un pourrait très bien comprendre comment fonctionne un moteur de voiture sans avoir pris de formation pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y aurait un instinct naturel pour être capable de comprendre comment fonctionne une voiture. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, le bâtisseur a cette richesse en lui. Et quelqu'un qui va être en mesure d'apprivoiser l'énergie du bâtisseur, donc du chakra racine, va lui donner l'opportunité d'être très enraciné dans la matière, puis en même temps, d'être dans la matière, mais pas dénaturé. C'est-à-dire, je suis capable de reconnaître que la matière, c'est un lieu sacré, c'est un lieu important. Et dans ce lieu important-là, ben moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est de faire des choses en harmonie avec cette nature-là, de ne pas abuser de cette nature-là, de faire en sorte que cette nature-là, quelque part, je puisse l'utiliser à bon escient pour me permettre donc de développer un genre de royaume, pourrait-on dire, un genre de paradis. Et ce paradis-là, quelque part, je puisse vraiment me sentir que ce paradis-là soit vraiment respectueux de la matière terrestre qui m'environne, que ce soit les arbres, etc. Donc, si j'ai besoin d'un arbre pour construire une maison, ben, je vais reconnaître effectivement que le nombre d'arbres que je vais enlever de la forêt, ben, je pourrais m'organiser pour effectivement ensuite qu'il y ait un remplacement de ces arbres-là, pour qu'il y ait donc une genre par les rythmes de la vie, que d'autres arbres puissent pousser éventuellement. Alors, vous voyez que c'est ça un peu la pensée du bâtisseur, c'est quelqu'un qui a finalement une pensée écologique.
une pensée quelque part dans laquelle il comprend que pour s'assurer que la vie soit préservée, il faut la respecter. Alors, c'est bien évident que le bâtisseur, dans un monde idéal, c'est une expression comme celle que je viens de vous décrire, mais c'est bien sûr que la société, telle qu'on l'a présentée dans les 3 premières conférences, nous a fait comprendre que l'être humain avait une tendance justement à ne pas respecter les rythmes de la vie, et c'est ce qui a fait que le bâtisseur a perdu un petit peu position. C'est-à-dire que le bâtisseur a compris que s'il demeurait dans cette position de respect de la nature, ben, il allait, par exemple, devenir de moins en moins compétitif, par exemple, avec d'autres individus qui, eux, se foutaient, par exemple, du respect de la nature. Donc, vous voyez que, dans ce sens-là, la mission de vie du bâtisseur, c'est vraiment de travailler dans la matière en respect avec les cycles de la vie. Et c'est certain que tout être humain qui a un fort chakra racine a certainement à l'origine, en tous les cas, des composantes comme celles que je viens de décrire, sauf que il est possible que parce qu'on n'a pas pu respecter les rythmes de la nature, parce que collectivement, on n'a pas respecté les rythmes de la nature, que le bâtisseur s'est trouvé, lui, à devoir finalement ne pas respecter les rythmes de la nature lui-même, en essayant, par exemple, de devenir un peu comme dans un état de surchauffe intérieure, où il est devenu quelqu'un qui a pris conscience que le seul moyen pour réussir, socialement parlant, c'était de faire comme les autres, donc de devoir justement exploiter la forêt d'une façon moins respectueuse, pour l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc, vous voyez que le bâtisseur donc, a une mission de vie d'origine, et cette mission de vie-là, évidemment, elle pourrait se retrouver perdue, elle pourrait se retrouver perturbée par la notion d'économie. Hein, l'économie qu'on a vue précédemment, qui va affecter donc l'écologie. Alors, c'est là que je dis que le messager, le bâtisseur qui est un messager, c'est un bâtisseur qui va reconnaître justement qu'il est nécessaire de respecter la nature et que l'exploitation de la matière, quelle qu'elle soit, l'exploitation à tous les niveaux, quelle que soit l'exploitation, on va le faire en harmonie avec les cycles de la vie, avec les cycles de la nature, puis on va chercher justement à construire, à faire des choses qui vont être durables, qui vont être écologiques, qui vont finalement être respectueuses de la vie et de la nature. Et de cette façon-là, ben, effectivement, on va devenir un messager qui va incarner à quelque part dans son travail, de travail donc de réalisation dans la matière, j'entends, de faire des choses qui vont finalement respecter les valeurs qu'il peut avoir, tout en respectant la notion d'économie, bien sûr. Et ça, c'est un défi, bien sûr, vous l'avez compris, hein. Parce que moi, si je suis un bâtisseur et que je veux respecter la nature, que j'ai 10 compétiteurs qui, eux, ne respectent pas la nature, mais sont capables de faire des coûts beaucoup moindres dans le produit qu'ils vendent, bien inévitablement, je me retrouve dans une position où si je veux être compétitif, il va falloir que j'abaisse la qualité, que je tombe dans le même piège qu'eux et que je perpétue effectivement la même situation qu'eux pour pouvoir finalement m'en sortir. Et c'est justement là que le problème social, le problème économique se retrouve, hein, c'est que le problème économique repose sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus je fais une bonne offre, plus je risque d'avoir des bonnes demandes. Mais je ne tiens pas compte encore là des critères écologiques, économiques, d'une économie juste ou d'une écologie qui est juste. Hein. On cherche davantage à simplement exploiter. Donc, si je peux finalement chercher à aller faire concevoir des matériaux dans des pays pauvres avec des gens que je peux payer très, très, très peu et que je peux les ramener ici pour pas cher puis que je peux les vendre à un certain prix qui va être moins cher que la concurrence, ben, je me trouve avantagé. Mais en même temps, la façon que j'ai fait pour obtenir ces produits-là que je peux mettre sur le marché ne sont pas écologiques, elles ne sont pas dans une économie juste. Alors, le messager, dans le bâtisseur, va chercher justement à développer une économie juste en tenant compte de l'écologie et c'est ça un peu qui va être la mission appropriée d'un bâtisseur. Maintenant, il y a le communicateur qui est relié au chakra sacré. Le communicateur, finalement, c'est celui qui est en liaison avec, on pourrait dire, l'eau qui circule dans le corps. Hein, c'est les liquides biologiques du corps qui sont reliés au communicateur. Et ces liquides biologiques-là, lorsqu'on reconnaît qu'ils circulent dans notre corps, que le sang circule dans notre corps, ben on comprend qu'on a une conscience corporelle à ce moment-là qui se manifeste en soi. Cette conscience corporelle me permet de me définir moi par rapport aux autres. C'est-à-dire que je reconnais que parce que j'ai du sang dans mon corps, que j'ai de liquide qui circule dans mon corps, je suis capable de reconnaître que j'ai des pieds, que j'ai une conscience de mes pieds, une conscience de mon épaule, ainsi de suite. J'ai une conscience corporelle. Cette conscience corporelle me permet donc de me définir comme un individu et cette définition-là de l'individu que je suis me ramène à l'idée que je suis quelqu'un à part par rapport aux autres. Hein, je suis distinct par rapport aux autres. C'est ça qui m'amène à la première notion de la communication, c'est que le communicateur va chercher à
voyager autour de lui-même pour apprendre à se connaître. Se connaître au niveau de ses fonctions biologiques, au niveau de compréhension des rythmes de ses organes, de ses systèmes au niveau de son corps, du rythme de son cœur, etc. Il va apprendre à reconnaître les cycles biologiques de son corps, mais il va également apprendre à reconnaître que dans ces cycles biologiques-là, dans ces rythmes internes, il y a aussi un rythme psychique, pourrait-on dire, qui est présent, et il va apprendre donc à l'écouter, à l'entendre, ce rythme psycho-émotionnel qui est en lui, et il va apprendre donc à se connaître. Se connaître, ça a l'air, c'est un mot qui est un peu facile comme ça, mais quand on se rappelle que quand on est sur Terre, on apprend à se connaître. On n'a pas une définition de qui on est dès le départ. On va apprendre à se découvrir nous-mêmes à travers les événements de la vie, qu'est-ce qu'on pense, comment on réagit, etc. On va apprendre à découvrir qu'on fonctionne d'une certaine façon. Et cette fonction-là, cette façon de fonctionner-là va nous permettre, d'une part, d'être capable de s'accueillir, de se reconnaître, de se valoriser, de comprendre effectivement qu'on est ça, puis qu'on n'est pas autre chose. Donc, d'être capable de s'accueillir, de s'accepter tel que l'on est. Puis par la suite, bien évidemment, d'être capable de verbaliser à une autre personne ce que l'on est, justement, ne pas raconter à l'autre personne qu'on est autre chose que ce qu'on est, parce qu'on a cette forme d'authenticité qu'on recherche, qui va faire qu'on va être capable d'avoir une relation juste avec notre entourage. Et cette idée de pouvoir avoir une relation juste avec notre entourage va nous permettre aussi de favoriser, de développer des relations justes avec eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, notre entourage, va pouvoir aussi développer une authenticité avec nous-mêmes. Et il va y avoir donc une relation de justesse, c'est-à-dire que deux êtres humains vont se rencontrer et ils vont créer une zone de partage dans laquelle ils vont pouvoir communiquer ensemble un certain nombre d'informations dans lesquelles il va y avoir une forme de justesse, une forme de vérité, une forme d'entente vraie, où il y a une confiance réciproque qui va pouvoir se développer et une forme de collaboration humaine qui va naturellement résulter, puisqu'on va on va se reconnaître mutuellement. Ça, c'est le communicateur dans l'expression de lui-même, et c'est sûr qu'au niveau de sa mission de vie, le communicateur va donc chercher à travailler dans le sens de la communication, dans le sens de pouvoir verbaliser, de pouvoir communiquer ce qu'il est, mais de pouvoir aussi donc communiquer ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qui l'anime, etc., envers son entourage. Et c'est certain que la qualité, la mission de vie du communicateur, c'est vraiment de la communication, c'est donc d'être capable justement de faire valoir ses droits, de faire valoir ses idées, de faire valoir ce qu'il veut pas, etc. Entre autres aussi. C'est pas juste donc d'être à l'écoute de soi, mais c'est aussi d'être capable d'incarner quelque part qui je suis et ce que je veux aussi face à mon entourage. Donc, le communicateur, c'est vraiment un potentiel de communication très, très élevé. Alors, la mission de vie du communicateur, mais c'est vraiment quelqu'un qui va donc chercher à manifester de façon authentique et vraie un certain message, une certaine communication, un certain besoin qu'il peut avoir, etc. Quand on regarde évidemment d'un point de vue économique, comment ça s'est formé, cette idée de la communication, bien, très vite, on comprend que la communication, par exemple, si on prend le thème de la publicité, la politique, il y a plein de thèmes qu'on pourrait utiliser comme ça, d'une façon très générale. On a appris, nous, en tant qu'êtres humains, à négliger la vérité au nom de ce qu'on pourrait dire la pseudo-vérité. C'est-à-dire la pseudo-vérité, c'est qu'est-ce que moi je veux que tu crois. Hein? Moi, je vais te dire ce que je veux que tu crois de moi. Et puis, à partir du moment que tu vas croire en ça, ben moi, je vais pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire finalement ce que j'ai envie vraiment de faire. Et quand on regarde la politique, les politiciens se font élire souvent avec des discours, avec des promesses, et quand ils se retrouvent au pouvoir, mais malheureusement, souvent, ils vont pas être en accord, ils vont pas vivre, ils vont pas concrétiser ce qu'ils avaient promis, très fréquemment. Les gens vont être déçus. En publicité, pourtant la publicité, c'est un thème quand même assez important, parce que quand on réfléchit, la publicité, c'est de vouloir nous vendre quelque chose. Et quand on pense à nous vendre quelque chose, on devrait s'attendre à avoir une forme de communication juste, une communication, une forme d'authenticité par rapport au produit. Et malheureusement, on sait que la publicité ne repose pas du tout sur cette authenticité-là, mais elle repose davantage sur la suggestion, sur l'idée quelque part qu'on peut influencer le consommateur en lui donnant l'impression que tel produit est extraordinaire alors que finalement il ne l'est pas, et évidemment de jouer sur les émotions chez les gens pour arriver effectivement à les convaincre d'acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin non plus. Donc encore une fois, le communicateur s'est perdu en chemin. Hein, d'une façon collective, j'entends. C'est-à-dire que moi, si je suis un communicateur, ben, le communicateur que je suis risque de se retrouver dans une position où il va être naturel pour lui de manipuler son entourage. Parce qu'il va comprendre que tout le monde le fait. Donc, s'il est honnête, lui, puis il est vrai,
et dit l'heure juste, mais il va se retrouver dans une position finalement qui n'est pas juste par rapport aux autres êtres humains qui, eux, peuvent justement, par leur conviction, leur détermination et leur manipulation, d'arriver à convaincre quelqu'un de quelque chose. Alors, c'est là évidemment qu'on comprend évidemment que pourquoi le communicateur s'est perdu en chemin. Ben, c'est évidemment encore là, encore une fois, toute cette notion d'économie qui a amené justement le communicateur à prendre conscience que s'il voulait obtenir de meilleurs résultats, par exemple financiers, par rapport à la vente d'un certain produit, il était préférable que le produit lui soit présenté sur tous ses aspects les plus positifs et que tout ce qui pourrait être négatif puisse être complètement mis de côté parce qu'évidemment, c'est pas vendeur. Et dans notre tête à nous, en tant qu'être humain, on est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord pour acheter l'idée que si on achète quelque chose, c'est normal que la personne nous dise que c'est extraordinaire comme produit et on ne s'attend pas à ce que la personne nous dise que c'est pas extraordinaire ce produit-là pour telle raison. On ne s'attend pas à ça parce que on veut se faire vendre l'idée de l'avoir acheté. Alors, vous voyez, c'est comme si c'était quelque chose qui était tellement naturel, tellement inscrit en nous qu'on est habitué à ne pas avoir la vérité. On est habitué à ce qu'on se fasse donner, on se fasse suggérer des choses avec la plus belle lumière dessus et éviter ainsi donc de se retrouver dans une position où on pourrait voir véritablement la vérité autour du produit en question. Alors, ça touche aussi la communication. La communication, bien évidemment, les gens qui ont le meilleur habileté à communiquer avec les autres sont des gens qui vont souvent utiliser la séduction, qui vont souvent utiliser quelque part, par exemple, la domination, qui vont souvent utiliser des apports de communication pour avoir un impact sur l'autre. Et de cette façon-là, en ayant un impact sur l'autre, ben, ils vont avoir effectivement une forme de domination, une forme de capacité d'influencer l'autre qui va être plus importante. Donc, le communicateur est une personne qui est à l'aise avec les mots et qui peut jouer avec les mots. Donc, il va chercher à séduire, qui va plus chercher justement, mais de façon subtile. Il va peut-être dominer l'autre personne, mais de façon subtile également. Ça ne sera jamais présenté de façon brute, mais ça va toujours être présenté à travers un beau discours. Un beau discours qui va endormir d'une certaine façon les gens qui l'écoutent. Alors, le communicateur, dans l'idée d'un messager, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va chercher justement à valoriser la vérité, à valoriser finalement une forme d'objectivité par rapport à des choses qu'il peut vendre pour justement faire valoir que ce qu'il vend, ben effectivement, a des réels atouts, parce qu'évidemment, quand on est un communicateur, naturellement, on ne va pas s'identifier à un produit qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attend. Si on est un communicateur, on veut être authentique. Donc, si on est authentique, on veut avoir un produit dont on est fier de présenter dans son authenticité aussi. Donc, vous voyez que là aussi, ça nous amène à un niveau de qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être représentant de produits qui ne sont pas de qualité. Alors que quand on est dans un communicateur qui cherche, par exemple, économiquement parlant, à gagner sa vie, ben lui, il peut se retrouver dans une situation où il peut vendre des choses qui ne sont pas du tout en accord avec lui ou qui ne sont pas de qualité. Parce que lui, il se dit, ben voilà, c'est comme ça, je suis dans cette compagnie-là, j'ai un produit de pas de qualité, je dois le vendre, donc je dois finalement développer une argumentation autour du fait que le produit est de qualité, même si au fond de moi, je sais qu'il ne l'est pas. Alors, vous voyez que ça, c'est tous des thèmes, quelque part, qui nous éloignent justement de cette notion de mission de vie, mais le communicateur, c'est ça, quelque part, qu'il doit viser. Le guerrier, maintenant, et le troisième chakra, donc le chakra solaire, c'est en relation avec un individu justement qui a le désir donc de s'affirmer, donc un pouvoir de manifestation physique, j'entends. Quand on dit s'affirmer, c'est physiquement quelque part. Je ne veux pas dire qu'on va se battre, mais ça veut dire quelque part qu'on va manifester une puissance physique qui peut donc être associée justement à un pouvoir des mots également, un pouvoir des mots qui va être explicitement manifesté dans une forme de puissance. Donc, on va utiliser d'une façon claire, nette et précise une forme d'autorité. Alors, je pense entre autres aux policiers, par exemple, qui sont des représentants de l'autorité. Alors, ces gens-là sont inévitablement, par l'incarnation de ça, ils sont des natures guerrières. Alors, toute organisation qui va chercher justement à développer un pouvoir par rapport à une communauté, ben, va manifester cette énergie guerrière-là. Alors, évidemment, quand on parle d'un messager dans un contexte du guerrier, ben, le messager dans un contexte de guerrier, c'est un individu justement qui va chercher à utiliser la force, non pas pour dominer les autres, mais pour collaborer avec les autres. Il va comprendre, lui, qu'il a une certaine force, une certaine puissance, et que d'autres êtres humains ont des forces et des puissances, et il peut donc collaborer avec eux pour favoriser donc l'optimisation de la puissance de chacun pour en faire quelque chose de plus constructif et de plus solide, de plus stable. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, le guerrier est quelqu'un qui va donc reconnaître sa puissance et sa force, qui va comprendre que cette force est une force justement qui
est fondamentale, est essentielle, il va la valoriser, mais il va comprendre que cette force-là ne doit pas faire de lui un individu qui cherche à dominer les autres. Et là, on touche la notion du dominant et dominé, hein, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il n'a pas dominé les autres, il peut, par contre, collaborer avec les autres. Collaborer avec les autres, c'est de reconnaître qu'eux aussi ont des forces qui sont différentes de la mienne, et que parce qu'ils sont différents de la mienne, ben, je peux comme collaborer avec eux pour qu'on fasse une forme de synergie. Et c'est cette synergie-là qui va amener justement une relation beaucoup plus saine, je dirais, entre moi et ces autres individus-là. Donc, le guerrier va chercher justement donc à manifester une poste d'autorité, parce que le guerrier va être souvent un leader, un chef, une personne d'autorité, une personne qui a un certain pouvoir, mais ce pouvoir-là ne sera pas fait avec une intention de dominer les autres, mais de chercher toujours à collaborer avec les autres, de chercher à faire une synergie, d'amener tout le monde à ce que tous ensemble, on puisse trouver une forme d'orientation où tout le monde puisse y trouver leur compte, dans la mesure du possible. Le guerrier, c'est ce qu'il va chercher à faire. Bien évidemment, quand on pense en termes d'économie, quand on pense même en termes d'écologie, le guerrier s'est beaucoup éloigné de cette nature guerrière dont je viens de nommer, parce que le guerrier a compris que le seul moyen pour lui de pouvoir se faire respecter, c'était d'être un dominant, c'était de faire des guerres, c'était de tuer, c'était d'humilier, c'était de soumettre les gens, etc., etc. Donc, on voit et face à la nature, la même chose, on a cherché à dominer la nature sans tenir compte, justement, de la richesse que la nature pouvait nous apporter. On n'a pas cherché à collaborer avec elle, on a cherché à la dominer outrancièrement, et dans tous les secteurs de la vie, c'est comme ça que ça s'est beaucoup appliqué. Donc, vous voyez que le guerrier, celui qui est de nature guerrière, doit apprendre à reconnaître sa puissance et sa force, mais à comprendre justement qu'il doit collaborer avec la vie, collaborer avec les êtres humains, collaborer avec les animaux, collaborer avec l'agriculture, la façon de faire une agriculture qui soit la plus saine possible, en tenant compte justement donc de l'écologie, en tenant compte de l'économie, mais en tenant compte aussi de cette volonté de réalisation qu'il a, le guerrier. On peut arriver à quelque chose de très bien, mais dans le respect de la vie. C'est ça que le messager guerrier va entreprendre comme chemin. Il y a ensuite le serviteur. Donc, le serviteur, c'est relié au chakra du cœur. Et le serviteur, c'est un individu qui a donc développé une certaine forme de notion de service assez développée. C'est-à-dire que pour lui, il est naturel de servir les autres. Maintenant, servir les autres ne veut pas dire pour autant de se mettre dans une position d'esclave. Hein? C'est-à-dire, je peux servir les autres en me respectant, en m'appréciant, en m'aimant. Et c'est ça qu'un peu que le serviteur apprend à développer dans un contexte d'équilibre, je dirais. C'est-à-dire que plus il est en harmonie avec cette notion de mission, plus il peut tendre la main vers les gens, et plus il peut donc finalement faire en sorte que le service qu'il va effectuer avec les gens, il va le faire en harmonie aussi avec lui-même, et il va donc chercher à développer une forme de communauté, hein, on pourrait voir ça comme ça, de service, où les êtres humains vont se servir mutuellement les uns des autres, en respectant les uns et les autres, et en reconnaissant les limites de chacun. Et il y a donc un esprit de communauté qui va en résulter. Et ça me fait penser, évidemment, vous en avez parlé dans la conférence sur l'économie, où il était question aujourd'hui de plus en plus de cette notion d'une économie dans laquelle des gens se retrouveraient dans des petits groupes, dans des petits villages. Et ces petits villages-là auraient comme des terres qui leur seraient à eux, il y aurait des sources d'eau, etc. Ils développeraient une certaine forme d'autonomie par rapport aux ressources naturelles. Et dans ce sens-là, bien évidemment, l'idée du serviteur, c'est ça, on pouvait donc commencer justement à comme développer un regard de plus en plus positif et de plus en plus évolué avec nous-mêmes. Et ce regard-là de plus en plus évolué, ben, me permet justement d'envisager la mise en place d'une nouvelle société, en fin de compte. Et cette nouvelle société-là, ben, effectivement, peuvent m'amener à vouloir créer des éco-villages, à vouloir créer une nouvelle monnaie, par exemple. On a des exemples qu'on retrouve dans le film Demain, pour ceux qui l'ont pas vu, où on voit un peu des gens qui ont cette espèce de désir, justement, de créer des éco-villages dans lesquels il y a une monnaie qui existe, qui fonctionne avec une nouvelle façon économique, dans lequel le troc existe, etc. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font que la nature du serviteur, c'est un être qui a une forme d'idéalisme, un idéalisme parce qu'il reconnaît justement que la société pourrait être mieux, et il va donc chercher en tant que serviteur, à mettre en place une structure de vie différente que celle qui a été mise en place pour créer justement un monde meilleur. Donc le serviteur, c'est ça qu'il va chercher à faire. Bien évidemment, encore une fois, que le serviteur, bien évidemment, le danger du serviteur, c'est qu'on sait, hein, vous le savez sans aucun doute, hein, que quand on pense à un serviteur, on pense à l'esclave, on pense à celui qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir utiliser à bon escient pour nous, hein, pour nos propres intérêts. On va l'exploiter en quelque sorte. Donc, encore une fois, la notion de serviteur est quelque chose de mal perçu, de mal vu souvent.
Hein, quand on est au service des autres, on va être souvent un peu comme une personne un peu naïve, un peu bien gentille, mais bon, on peut bien profiter d'elle, mais tu sais, moi, je ne ferais pas confiance sur certains trucs parce que, tu vois, elle est vraiment naïve, elle a pas compris comment la vie fonctionne, alors que finalement, peut-être que cette personne a mieux compris comment la vie fonctionne, dans le sens grand V, et évidemment, socialement parlant, nous, en tant qu'êtres humains, on a oublié quelque part cette volonté qu'on en avait tous en tant qu'êtres humains de se servir mutuellement les uns des autres d'une façon constructive et positive pour amener justement la mise en place d'une société qui reposerait sur d'autres valeurs que simplement celles qui proviennent d'une collectivité, à quelque part, d'un inconscient collectif humain, qui s'est mis en place sans qu'on en soit conscient, parce que depuis le début des temps, l'inconscient collectif humain existe, et cet inconscient collectif-là a mis en place ces pulsions animales et primitives que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes et qui ont fait qu'on a construit cette société-là, qui est un reflet de qui nous sommes. Et aujourd'hui, le serviteur met en évidence la possibilité de concevoir une autre société qui nous amène vers un renouveau. Donc, le serviteur, dans sa mission de vie, va être vraiment quelqu'un qui va être un innovateur, qui va vraiment chercher à mettre en place des solutions par rapport à une nouvelle façon de fonctionner dans la vie. Et dans ce sens-là, l'éco-village sera un très bel exemple par rapport à cela. Ensuite, il y a le créateur qui est relié au chakra de la gorge. Alors, le créateur, évidemment, c'est un être inspiré, c'est un être créatif, c'est un être qui capte le ciel beaucoup. Et parce qu'il capte le ciel beaucoup, ben, inévitablement, il va être inspiré par des inventions, par des nouvelles voies musicales, des nouvelles voies d'expression artistique. Tout ce qui est nouveau va venir vraiment du créateur parce qu'il va être vraiment celui qui va capter des fréquences de créativité que d'autres êtres humains ne sont pas capables d'atteindre. Donc, le créateur va vraiment apporter quelque chose de très, très intéressant à ce niveau-là. Et évidemment, le créateur, bien évidemment, c'est un être qui va être une forme de puriste, je dirais. Il va donc capter une créativité, un objet, un projet créateur qu'il va avoir, et il va donc avoir envie de le partager collectivement, j'irais jusqu'à dire. Hein, ce projet créatif-là, il va vouloir le partager d'une façon ouverte vers le monde, parce que justement, il va reconnaître que cette créativité-là a une intention effectivement d'évolution, d'avancement de la société, etc. Alors évidemment, vous comprendrez que si le créateur arrive avec une idée très nouvelle, très originale, mais qui ne va pas dans le cadre de l'économie telle qu'on la conçoit, ben c'est évident que le créateur ne sera pas en mesure de pouvoir réaliser cette créativité-là qu'il a en lui, parce que justement, il va se sentir complètement prisonnier du système qui va lui dire non, non, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, c'est pas acceptable, on peut faire de l'argent autrement en faisant en prenant une autre voie que celle que tu nous proposes. Donc, on va prendre l'autre voie, parce que la voie que tu proposes est bien belle au niveau de la vision noble de l'être humain, mais elle ne nous est pas avantageuse. Donc, on va finalement refuser cette voie-là que tu nous proposes pour en prendre une voie plus simple, qui va nous être plus favorable financièrement parlant. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, c'est là qu'on voit que le système économique est un système justement qui repose non pas sur l'évolution de la conscience humaine et l'amélioration de la société, mais vraiment sur le principe de comment je peux faire de l'argent. Et le seul moyen que moi, je peux envisager de réussir dans la vie, c'est d'envisager de faire de l'argent. Donc, le seul moyen pour moi, donc, de proposer des projets créatifs, ce seraient des projets créatifs qui permettraient de faire de l'argent. Donc, tout ce système-là, finalement, nous garde dans une espèce de cadre rigide social qui fait que toute forme d'inspiration humaniste, pourrait-on dire, ne pourrait pas se réaliser parce que justement, personne n'y verrait de l'intérêt à donner une voie comme celle-là à se manifester. Donc le créateur, vous l'avez compris évidemment, dans la voie noble, va donc arriver avec ses idées, ses projets, c'est un idéaliste, c'est un avant-gardiste aussi, il va donc arriver avec des idées originales, etc. Mais malheureusement, ces idées originales-là, s'il n'est pas capable de les mettre dans une forme économique viable, ben ces projets ne pourront pas se réaliser malheureusement. Alors c'est ça un peu la problématique qu'on va retrouver, mais évidemment le créateur, tel qu'on le perçoit dans un contexte du messager, mais va chercher justement à lui croire en son monde meilleur-là, puis à croire en des projets créatifs qui ne seront pas nécessairement associés à une dimension financièrement viable, mais qui va commencer justement à donner l'opportunité à croire à un monde qui pourrait reposer sur d'autres normes que celles de la société économique telle qu'on la connaît présentement. Il y a le philosophe maintenant qui est le 6e chakra, qui est en relation donc avec le chakra frontal. Et le philosophe, c'est un être justement intuitif, c'est un être de sagesse, c'est un être qui a une position de témoin et qui apprend donc à voir la vie
dans ce contexte de sagesse, c'est-à-dire de comprendre que tout ce qu'il observe est animé d'une sagesse et d'une intelligence qu'il a appris à écouter, qu'il a appris à reconnaître, à identifier. Donc, c'est un être de sagesse, le grand sage. Et ce sage-là, bien inévitablement, ben, les gens vont le côtoyer parce que justement, c'est un sage, parce qu'il a donc une capacité de transmettre une connaissance et les gens ben, vont inévitablement avoir envie de pouvoir bénéficier de cette sagesse, cette connaissance-là que le philosophe peut avoir. Alors, c'est sûr que le philosophe, évidemment, euh, ça nous ramène encore une fois, donc ce savoir qu'il a, ce sage, ce philosophe-là, ça nous ramène à un grand dilemme qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, où on se dit, est-ce que tout devrait être gratuit quand on est un médium, quand on est un intuitif, quand on est un sage, un gourou, etc., ou est-ce qu'il devrait y avoir quelque chose de payant, ou est-ce qu'on a le droit de demander de l'argent, etc. Et c'est évident que dans le système économique dans lequel on est, le philosophe se retrouve dans une situation où il doit reconnaître qu'il y a dans un contexte de justesse, je dirais, une nécessité de fonctionner à l'intérieur de la société pour pouvoir justement vivre et fonctionner. Alors, tous les gourous, quels qu'ils soient, tous les êtres humains qui sont véritablement des philosophes, ont développé donc une certaine structure de fonctionnement qui leur permettent de fonctionner, de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vit sans argent, en fin de compte. Hein. Donc, il y a des organisations qui sont autour d'eux, qui vont faire qu'il y a donc un système économique autour de ça, mais ce système économique-là peut être dans un contexte de justesse, peut être dans un contexte où on cherche justement à développer une économie juste, qui fait qu'on va pouvoir donc bénéficier, le philosophe va pouvoir bénéficier d'un retour d'argent, mais dans un contexte de justesse, dans un contexte où il va y avoir une forme d'équité, je dirais, entre ce que le philosophe apporte et ce que la personne qui bénéficie de ce que le philosophe lui apporte, qui va lui donner en retour. Donc, quelque chose même d'intéressant dans ça aussi. Et c'est ça un peu la mission du philosophe, hein? C'est donc d'assumer sa position de sage, mais une position de sage dans laquelle il va reconnaître qu'il a un rôle à jouer socialement parlant pour aider la collectivité, mais aussi de chercher justement à développer une position juste par rapport à la notion d'économie, puisqu'évidemment, on sait que notre système économique, il est facile de sombrer dedans, il est facile de s'imaginer que pour être capable de fonctionner socialement parlant, on doit s'approprier de la matière, des acquis, des biens, etc. Et évidemment, bien sûr que c'est un plaisir qui peut s'incarner, qui peut se manifester, mais encore là, je pense que quand on cherche justement à devenir messager, on doit inévitablement prendre conscience d'un rôle à jouer d'éducateur qu'on a, et ce rôle d'éducateur ben, doit nous amener effectivement à être capable de comprendre que si on veut donc demander des sous à des gens qui veulent bénéficier de notre capacité de les aider, mais on doit leur demander un certain prix juste qui va faire qu'on va avoir le sentiment effectivement de donner un exemple, pourrait-on dire, pour mettre en place cette notion de société meilleure. Hein, puis qu'effectivement, il peut y avoir de la gratuité, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent être autour de ça, et c'est donc de trouver une forme d'économie juste le plus possible qu'on va chercher à développer à travers cela. Le septième position, le septième chakra, le chakra couronne, qui est relié au spirituel, c'est un être de sagesse. Et cet être de sagesse est un être qui est en alignement avec sa dimension, avec l'univers. Il est en connexion étroite avec l'univers. Il est donc dans une position d'ouverture et de transmission constante et continue avec l'univers, comme s'il y avait une forme de sagesse intelligente qui animait l'individu. Et cet individu-là avait une mission de vie qui était étroitement en relation avec ce que la vie lui demandait d'exprimer à travers sa vie. Donc, le spirituel, c'est souvent un individu qu'on va qualifier, bon, un maître spirituel, c'est souvent, par exemple, un gourou, mais à des sphères plus élevées, dans lesquelles on va reconnaître que ces individus-là ont un impact collectif général. Ce sont des gens qui vont avoir un impact parce qu'ils vont arriver avec une connaissance de la vie, qui va faire qu'ils vont être valorisés beaucoup, beaucoup par les êtres humains, par les collectivités. Donc, des collectivités vont les vénérer et il va y avoir donc un certain mouvement collectif qui va être autour de ces gens-là. Et ces mouvements collectifs-là, évidemment, vont tourner encore une fois vers ce concept d'éco-village dont j'ai parlé tantôt. Hein, souvent. Et ces éco-villages-là, bien inévitablement, vont devoir répondre à des normes écologiques, des normes économiques de la même façon, puisque, évidemment, si on veut être un messager et être dans cette nature spirituelle-là, bien évidemment, il faut être capable d'assumer justement un message qui soit relié à la vie,
et dans lequel, évidemment, on va tenir compte de tous les règnes et respecter tous les règnes humains le plus possible, puisqu'on va avoir envie, justement, d'être le plus vrai et le plus en accord avec la vie, surtout dans une position de spirituel, bien évidemment. Alors, les risques, évidemment, autour du spirituel, bien évidemment, c'est l'appât du gain. Le spirituel se retrouve dans une communauté, beaucoup de gens le vénèrent, donc, évidemment, dans un contexte économique, dans un contexte où on vit avec des superstars, où les superstars sont mis sur des piédestals et que ces superstars, ben, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, ben, inévitablement, il y a un risque élevé que ces personnes-là puissent finalement se faire récupérer par les envies, les désirs, les pulsions, l'avidité, etc. Donc, c'est des pièges qu'on retrouve également un peu chez le philosophe, comme j'avais parlé, mais le spirituel, bien évidemment, on peut le retrouver assez facilement puisqu'il se retrouve dans une position de vénération. Beaucoup de monde sont autour de lui. Il y a beaucoup, à quelque part, donc, d'options, de possibilités pour lui de sombrer si jamais il a la tentation dans les dimensions humaines plus primitives, je dirais. Alors, c'est bien évident que c'est possible. Donc, les 7 voies d'expression, les 7 grandes missions de vie, finalement, c'est celles que je viens de vous nommer. Vous êtes peut-être identifié dans une ou dans plusieurs. Dites-vous bien que c'est possible qu'il y en ait plusieurs et qu'on a tous 7 chakras, donc on est tous à des degrés plus ou moins importants, bâtisseurs, communicateurs, guerriers, serviteurs, créateurs, philosophes, spirituels. Vous pouvez prendre le temps, si vous le souhaitez, de reprendre les 7 termes et de vous donner un pourcentage à côté de chacun d'eux. Est-ce que vous vous reconnaissez bâtisseur entre 0 et 100%? Est-ce que vous vous reconnaissez communicateur entre 0 et 100%? Et ainsi de suite. Ça pourrait vous donner un indice aussi du type de mission avec lequel vous pourriez reconnaître que vous avez envie de développer en vous et de vous donner donc l'opportunité de pouvoir vous épanouir davantage dans cette voie des 7 missions que je voulais vous présenter. Donc, le messager, c'est un peu, en quelque sorte, cela. Et évidemment, la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'elle peut aider chacun d'entre nous à développer cette fameuse mission de vie-là, mais c'est à travers certains parcours que je vais vous présenter. C'est bien évident que la première chose qu'on doit apprendre à reconnaître lorsqu'on est un messager, et c'est que pour être en mesure d'être un messager, il faut donc développer un accord avec soi. Cet accord avec soi-là n'est pas une chose facile, puisque ça demande évidemment qu'on soit capable de porter un regard sur soi et qu'on soit capable de s'accompagner dans notre vie. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, puisqu'on sait que socialement parlant, nous avons une pression sociale autour de soi qui est importante, tant dans un contexte d'économie, il faut gagner notre vie, il faut répondre aux normes de l'économie aussi, c'est-à-dire que l'économie fonctionne selon certains principes. Donc, si on ne respecte pas ces principes-là, on risque de faire moins d'argent. Donc, c'est là, quelque part, qu'on tombe dans une espèce de cercle vicieux qui nous ramène continuellement à devoir, finalement, jouer la carte du système capitaliste, en quelque sorte, hein, pour arriver, justement, à vendre notre salade, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est une difficulté pour chacun d'entre nous d'être confronté à ça. Tout comme face à l'écologie, on peut très bien se dire, ben moi, je veux renouer le contact avec la nature, mais évidemment, tous les produits que j'achète dans les commerces sont des produits, quelque part, qui sont produits par un certain nombre de compagnies. Ces compagnies-là, quelque part, bon, on le produit d'une certaine façon. Alors, tout ça fait que je n'ai pas de contrôle sur tous ces aspects-là. Donc, inévitablement, que le seul moyen pour moi de renouer contact avec un pouvoir dans ma propre vie, c'est de me reconnecter avec qui je suis, en me reconnectant avec mes pieds sur le sol pour me relier à l'énergie tellurique de la Terre et me relier au sommet de la tête avec l'énergie du ciel pour faire en sorte que je devienne une antenne en position de verticalité, c'est-à-dire que l'énergie de la Terre et celle du ciel puissent circuler à travers moi et que dans cette circulation de la Terre et du ciel à travers mon corps, je puisse reconnaître finalement qu'une forme de fluidité, une forme de cohérence, une forme de circulation énergétique puisse circuler dans mon corps d'une façon de plus en plus naturelle. À cette position-là, vous l'avez sans doute deviné, c'est la position de l'enracinement, qui est une position qui est une technique de base et de préparation à la pleine conscience intuitive, qui est fondamentale, je vous dirais, puisqu'elle nécessite, elle nous invite en fin de compte à nous accompagner dans la vie pour favoriser la vie. C'est-à-dire qu'à chaque jour, à chaque moment de ma journée, autant de fois que je le veux, je peux prendre le temps de me reconnecter avec la Terre et au ciel. Pourquoi je vais faire ça? Parce que ça va me permettre de renouer contact avec mon monde intérieur, de renouer contact avec les états d'âme que je peux vivre. Par exemple, si je suis en colère quand face à une situation, je m'enracine et le fait de m'enraciner va me faire voir cette colère-là autrement, fort probablement. Donc, ça me fait prendre conscience justement
de la position de témoin qui est en moi, que je cherche à développer de plus en plus. Et cette position d'enracinement, le fait que je fais circuler l'énergie en moi de plus en plus régulièrement, va faire que les signaux émotionnels qui sont en moi, les perturbations, les déséquilibres qui sont en moi, vont devenir justement de moins en moins présents parce que je vais moins en moins me figer face à eux. Je vais de plus en plus laisser circuler l'énergie de la terre et du ciel dans mon corps. Donc, la position d'enracinement est vraiment une position importante parce qu'elle me permet de développer une position d'ancrage, de solidité intérieure qui fait que je vais être moins manipulable par rapport à la pression sociale qui existe autour de moi et qu'en termes de messager, je vais être capable de plus facilement assumer cette position de messager en moi parce que je vais reconnaître cette envie que j'ai d'exercer cette position de messager, de lui donner sa pleine expression, de lui donner à quelque part toute la force de réalisation qui doit lui être donnée. Je vais être en mesure de lui donner grâce à cette position d'enracinement qui va me permettre de renforcer mon monde intérieur et de me sentir moins manipulé par le monde extérieur, puisqu'on sait que le monde extérieur, c'est non seulement les êtres humains et les lieux dans lesquels je suis, mais c'est également l'inconscient collectif qui me ferait de pression pour que je sois dans les normes, que je sois comme tout le monde. Et que le messager, l'invitation du messager, c'est pas d'être comme tout le monde, c'est d'être comme un être humain doit être. Et c'est ça le défi du messager. Et la pratique d'enracinement, donc, va être un élément fondamental, je dirais, pour arriver à développer cette capacité de pouvoir justement développer une force intérieure à l'intérieur de soi. La deuxième chose qui va être importante, c'est cette notion de connaissance de soi. La connaissance de soi, la pleine conscience intuitive, nous enseigne justement à développer donc cette position d'enracinement pour reconnecter avec le cœur, qui est l'expression de la terre et du ciel. Et de ce cœur-là, on va pouvoir voyager à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître. Mieux se connaître par rapport à des douleurs, des inconforts qu'on a dans notre corps physique, de développer une prise de conscience d'émotions qui sont en soi ou de pensées. Par exemple, si je sens de la colère en moi, ben je peux me connecter avec cette colère-là pour mieux comprendre sa raison d'être, si je ne la connais pas, évidemment. Donc, vous comprenez évidemment qu'à travers ce processus de la pleine conscience intuitive, je vais donc découvrir qu'il est possible de communiquer avec un langage intuitif qui est en moi, qui se manifeste sous la forme d'images, de sensations et de mots, et que je vais apprendre à questionner pour découvrir qu'il y a un genre de communication, un genre d'échange qui va se faire entre moi et mon corps, qui va m'amener à découvrir que dans mon corps, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là. L'intérêt de ça, c'est que ça me permet justement d'apprendre à me connaître et à me renforcer dans mon identité de qui je suis et de mieux comprendre ce qui anime mon être. Alors, cette compréhension va faire quoi? Elle va me permettre d'apprivoiser qui je suis. Me permettre d'apprivoiser qui je suis implique m'apprivoiser peut-être les faiblesses, les fragilités, de renforcer mes forces, de leur donner plus d'expression, plus de puissance, pour que j'apprenne justement à me trouver dans une position de verticalité, d'être solide, d'être fort, de bien me comprendre, de bien me connaître, et surtout d'assumer cette vérité qui est en moi et d'être capable de la verbaliser aux gens autour de moi également. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, la pleine conscience intuitive, comme outil de connaissance de soi, peut être fort intéressant. L'autre élément qui est très intéressant aussi à envisager, évidemment, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va me permettre justement de voyager en moi et être capable de donner à mon corps tout ce dont il est nécessaire pour que je puisse justement changer l'état dans lequel je suis. Par exemple, si je suis dans une position où je suis figé dans mon genou, dans le sens que j'ai de la tristesse dans mon genou, je peux très bien, quelque part, prendre conscience de la raison d'être de mon genou par le biais du décodage intuitif, mais je peux également lui demander à cette région-là qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat et lui donner ce qu'elle me demande pour favoriser cette déprogrammation. La déprogrammation va me permettre finalement de donner de l'information énergétique, psycho-émotionnelle par mon pouvoir d'intention à la région en question et d'observer que quand je lui donne, il y a donc une transformation qui va en résulter. Cette transformation est importante parce que si je transforme la perception que j'ai dans mon genou, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette transformation va me dévoiler un potentiel évolutif qui est en moi. Ce potentiel évolutif, c'est qu'à partir du moment que je ne suis plus triste, par exemple, dans mon genou, je constate que derrière la tristesse se cachait un potentiel d'affirmation que je n'avais pas vu auparavant. Et ce potentiel d'affirmation, plus je le nourris, plus je le renforce, plus il me donne une direction, un chemin, une orientation pour être de plus en plus en accord avec moi.
Donc, la déprogrammation de la mémoire cellulaire n'est pas de déprogrammer de l'information puis de dire elle est disparue. La déprogrammation implique un accompagnement, encore une fois, par rapport au fait que je change un état et que plus je change l'état et plus il me montre des informations qui me témoignent d'un chemin que je suis en train de prendre pour pouvoir me réaliser, pour pouvoir être en paix et en harmonie avec moi. Et que plus j'arrive justement à l'accompagner, ce processus-là, plus il y a une réelle déprogrammation qui va en résulter à ce moment-là. Donc, vous voyez que le messager, en apprenant ces techniques-là, apprend donc à s'accompagner. Et évidemment, la troisième technique dont je vais vous parler, c'est le soin, les soins énergétiques, où je vais pouvoir donc utiliser mes mains pour mettre de la lumière ou donner de la lumière à mon corps. Et en faisant cela, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais apprendre à donner un apport énergétique à une région de mon corps dans laquelle il y aurait un manque. Et en faisant ça, je vais donc rétablir des flux énergétiques qui vont m'informer, encore une fois, qu'à partir du moment que ces flux énergétiques sont présents, des nouvelles informations qui vont se manifester à moi, dont je vais pouvoir devenir conscient par le biais du décollage intuitif, par le biais de la déprogrammation et par rapport aux soins, évidemment, je vais pouvoir poursuivre un accompagnement de ma conscience à travers ces trois techniques-là pour apprendre donc finalement de plus en plus dans une position d'alignement, de justesse avec moi-même. Alors c'est ça vraiment qui sont les trois principales techniques de la pleine conscience intuitive qui sont enseignées comme étant les bases de l'enseignement. Maintenant, à partir du moment que j'ai compris cela, moi, en tant qu'être humain, que j'ai appris à être un messager qui est devenu conscient de lui-même grâce à ces trois techniques-là, je peux utiliser ces trois techniques-là à des fins collectives. C'est-à-dire que je pourrais très bien développer mon habileté à faire du décodage intuitif pour me mettre en relation avec une source d'eau qui se trouve dans ma terre, pour me mettre en relation avec un arbre qui est malade, pour me mettre en relation avec la terre avec laquelle je cultive des légumes pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin de cette terre-là pour augmenter la qualité, augmenter la qualité énergétique du sol. Je pourrais aussi, bien évidemment, me mettre en communication avec un animal qui peut se sentir malade, qui a des besoins particuliers, etc. Je peux me mettre en relation avec des humains, bien sûr, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'on commence à comprendre ici que la pleine conscience intuitive, par le biais de décodage intuitif, me permet de me mettre en communication avec moi-même, mais de me mettre en communication avec la vie dans sa globalité. Je pourrais me mettre en relation avec une étoile, avec une planète, avec le Soleil. Je pourrais me mettre en relation avec la planète Terre. Vous voyez, c'est qu'on a un regard qui peut donc nous amener à développer une communication, une collaboration, un échange avec tout ce qui s'appelle l'organisme vivant sur Terre. Et le fait de devenir conscient de ce qui anime la vie sur la Terre, qu'on ne soit pas simplement dans une relation où on observe un arbre, mais qu'on soit capable de communiquer avec l'arbre, nous amène à développer une conscience vibratoire, je dirais, vivante, encore beaucoup plus importante, de la vie qui est là, et de pouvoir envisager d'intervenir sur les problématiques que l'on rencontre dans la vie, puisqu'on comprend quelque part que cette vie-là est capable de nous témoigner de sa difficulté et de ses problèmes. Donc, ça m'amène donc véritablement à être un messager. Parce que quand je comprends que je peux avoir un impact, que je peux comprendre plutôt tout ce qui anime la vie sur Terre, que je peux comprendre la raison d'être des perturbations, des problèmes qui existent, je peux envisager que je peux donc déprogrammer ces aspects-là aussi. Je peux donc déprogrammer un arbre, déprogrammer un animal, déprogrammer un être humain, bien sûr, de déprogrammer ma terre sur laquelle je veux cultiver, etc., etc. Donc, on apprend justement à prendre conscience que par le biais de la déprogrammation, il est possible donc de faire des actions sur la planète Terre, sur des problèmes collectifs, mondiaux. Je peux donc intervenir en tant qu'être humain dans ces problèmes collectifs-là en abordant justement le décodage intuitif pour comprendre la raison des problèmes et la déprogrammation pour arriver justement à libérer les problèmes, favoriser une transformation. Évidemment, je vais le faire à l'intérieur de ma propre limitation. Ainsi, je vous parle d'un problème collectif mondial, d'un problème entre deux pays, un conflit entre deux pays, mais c'est évident que moi, en tant qu'individu, je peux faire des actions sur ce conflit-là. Je peux mieux le comprendre, je peux peut-être le déprogrammer, je peux peut-être le soigner. Mais c'est sûr qu'en tant qu'individu, je peux avoir un impact sur ce problème-là collectif. Mais bien sûr qu'il faut comprendre que ce problème collectif-là est généré par peut-être une masse collective importante qui a une certaine ramification avec des histoires familiales et des histoires d'autres vies qui font quelque part que cette ramification-là, cette problématique collective entre deux pays est très, 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 très puissante.
Le fait que moi, je puisse intervenir en tant qu'individu va peut-être pas transformer la problématique, mais va me permettre, moi, de me mettre dans une position d'alignement par rapport à cette problématique-là. Et c'est ça, quelque part, que le messager doit être. Un messager doit être d'abord avant tout capable de rester dans une position de verticalité dans tout moment et dans tout instant, qui ne soit pas en train de raisonner ou de raisonner avec la collectivité, qui, elle, pourrait l'amener dans des directions qui pourraient l'éloigner de son centre. Puisqu'on l'a compris que la collectivité, on est géré par un inconscient collectif humain qu'on a construit à notre insu, et ce collectif humain-là, quelque part, bien évidemment, si on n'est pas capable d'en être conscient, ben on le subit. Alors, le messager doit apprendre justement à devenir conscient de ces problématiques-là, être capable donc d'apprendre tout doucement à s'en dégager. Et ce genre d'exercice-là que je viens de vous proposer, ce serait une façon de s'en dégager. C'est-à-dire que le décodage intuitif me permettrait de me mettre en relation avec toute forme de problématique associée à la vie, à tous les niveaux. Le décollage intuitif me permettrait de le faire, la déprogrammation me permettrait de déprogrammer tout ça, et le soin me permettrait de favoriser une circulation énergétique dans tout ça. Et dans ma compréhension de cette problématique-là, je me libérerais de la trame de l'inconscient collectif humain et je contribuerais à amener un apport plus positif et évolutif dans la problématique qui est là. Jusqu'à une certaine mesure. Imaginons maintenant qu'une collectivité, que de plus en plus de gens font ça, ben on peut envisager qu'à un moment donné, cette collectivité-là, qui ferait ce genre de travail-là, aurait un impact de plus en plus important, qui pourrait donc avoir des actions sur des problématiques d'une façon plus importante et plus imposante, disons. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous témoigner, qu'il est donc possible de faire un travail sur toute forme de vie sur Terre et que la pleine conscience intuitive peut s'appliquer sur moi, comme je viens de le dire, pour favoriser cette position de messager, mais elle peut aussi se favoriser sur tout problème associé à la vie et d'aider justement à poser un regard sur ces problématiques-là associées à la vie et de faire en sorte que justement la vie puisse s'équilibrer le plus possible, que ce soit au niveau, par exemple, d'une terre agricole sur laquelle que je veux soigner, que ce soit sur un conflit mondial, que ce soit sur la planète Terre dans sa globalité. Vous voyez, il n'y a pas de limite dans tout ce travail-là. Sauf qu'évidemment, ce travail-là me ramène, moi, à ma position d'individu qui retrouve sa position d'alignement. Et c'est cette position d'alignement qui va faire que je suis un messager, qui va être capable donc d'amener à la collectivité un autre regard, qui va amener à la société une autre vision, qui va progressivement amener d'autres êtres humains à avoir cette même vision-là, et peut-être amener donc cette fameuse transformation dont je vous ai parlé dans les 4 conférences que je voulais vous présenter jusqu'à maintenant. Donc voilà, alors c'était un peu ce que j'avais envie de vous présenter concernant cette 4e conférence. J'espère évidemment que vous y avez trouvé un intérêt et évidemment, moi je vous invite à me faire un petit commentaire si vous avez envie, me dire qu'est-ce que ça vous apporterait, vous, cette capacité que je viens de vous nommer d'utiliser cette pleine conscience intuitive, tant pour vous-même que face aux problèmes de la collectivité. Qu'est-ce que ça vous donnerait comme outil pour arriver justement à être dans une position de plus grande force intérieure par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde? Alors, si vous avez envie de me faire un petit commentaire, n'hésitez pas sous la vidéo, ça me fera plaisir. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires comme je vous l'avais déjà exprimé. Suite à cette conférence-là, une toute petite vidéo qui va suivre, qui va vous présenter donc les propositions que je vous offre pour vous amener justement à vous aider à cheminer dans l'expérience de cette nouvelle voie qu'est le messager que je vous propose. Donc, je vous dis à très bientôt pour cette suite. Et merci d'avoir été présent et d'avoir bien voulu partager ces 4 conférences avec moi. Je vous en suis très reconnaissant et j'espère que tous ensemble, nous pourrons parvenir à créer ce monde meilleur. À très bientôt.